Alors, je m'appelle Antoine Gallard, j'ai 29 ans et je mène actuellement une thèse en sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au sein du laboratoire du CESP sous la direction de Madame la professeure Frédérique Matonti. Et c'est une thèse qui s'intéresse à la manière dont la France, l'État français, se prépare à faire face aux attentats terroristes, gère puis répond à ces attaques avec une étude de cas tout de même très précise, puisque moi je m'intéresse notamment aux attentats du 13 novembre 2015. Alors moi, je ne m'intéresse pas directement aux tenants et aux aboutissants en fait, des opérations Serval ou Barkhane. Moi, je prends un peu un pas de côté par rapport au colloque qui est celui-ci, en m'intéressant en fait à la stratégie de sécurité nationale qui en fait invite à réfléchir à la manière dont sont pensés, conceptualisés en fait les enjeux de sécurité et de défense en France, et comment cette manière dont cette conception est faite a des effets directs, notamment sur les pouvoirs du président de la République. Donc en fait, je fais un état des lieux assez rapide de cette manière dont on pense la question de la sécurité nationale. Donc ça invite en fait à penser la question des menaces dans un continuum. C'est-à-dire l'idée, c'est à partir de la fin des années 90 avec la chute de l'Empire soviétique, qui invite à réfléchir en fait à cette grande question de savoir qui est l'ennemi. On va commencer en fait à voir poindre notamment des réflexions stratégiques chez les militaires, mais aussi du côté des politiques, une idée en fait assez simple qui est qu'on ne peut plus penser en fait la défense extérieure et la politique intérieure de manière autonome. En fait, il faut penser conjointement ces deux dimensions puisque les menaces auxquelles nous ferions face sont également présentes à l'extérieur mais à l'intérieur, avec évidemment la question du terrorisme qui catalyse en fait ce cadrage en fait de la sécurité. Donc ça, c'est le premier point. Et ce qui est surtout intéressant de mon côté à analyser, c'est le tournant en fait, qui s'opère à partir de 2008, puisque là, c'est la publication d'un nouveau livre blanc de la défense et de la sécurité nationale, qui est publié notamment lorsque Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir, qui est un grand promoteur notamment de cette représentation du monde et de ses menaces, avec d'autres éléments. On pourrait penser aussi au fait qu'en 2005, avec la question des émeutes, émeutes étant vraiment un cadrage médiatique qui s'opère à l'époque, eh bien, il y a toute une réflexion aussi sur l'usage qui doit se faire des militaires. Il y a aussi des critiques qui apparaissent à partir de la campagne présidentielle sur les OPEX, les opérations extérieures, donc qui seraient difficilement lisibles stratégiquement, qui coûteraient un peu trop cher, avec notamment les opérations en Afghanistan qui catalysent toutes ces critiques-là. Donc à partir de 2008, il y a cette nouvelle stratégie donc, qui s'opère, dite de sécurité nationale, et qui invite en fait, avec une forme un peu de catégorie attrape-tout, à penser la diplomatie, la sécurité économique, la sécurité énergétique, la lutte contre le terrorisme, bref, tous ces éléments ensemble et conjointement. Et découle de cette stratégie un espace qui m'intéresse tout particulièrement dans ma thèse, mais aussi dans cette présentation, c'est le Conseil de défense et de sécurité nationale. Alors, le Conseil de défense et de sécurité nationale, pour le faire vite, c'est un conseil en fait qui va regrouper ce qui était auparavant donc séparé, à savoir un conseil de défense et un conseil de sécurité intérieure. En sachant que le conseil de défense a toujours été historiquement à l'Élysée et que le conseil en fait de sécurité intérieure était auparavant à Matignon et qu'en 2001, après les attentats du 11 septembre, Jacques Chirac a rapatrié en fait le conseil de sécurité intérieure au sein de l'Élysée. Donc on avait déjà en fait ces deux espaces qui cohabitaient au sein de l'Élysée et maintenant en fait ils sont regroupés en un seul qui est donc ce CDSN pour utiliser l'acronyme. Et donc à partir de ce CDSN, ce qui m'intéresse moi c'est de regarder quels sont en fait les effets de cette nouvelle arène décisionnelle sur l'équilibre des pouvoirs et en quoi en fait ça renforce les pouvoirs du président. Et donc il y a 3 points qui m'intéressent, c'est de voir comment est-ce qu'il est utilisé. Bon, il s'avère que ça permet au président en fait, d'avoir un conseil des ministres restreint, ce qui est tout de même très pratique puisqu'il peut sélectionner vraiment les joueurs qu'il juge compétents pour orienter les politiques de défense, mais aussi, grâce à cette stratégie de sécurité nationale, un nombre d'enjeux assez conséquent, ce qui permet en fait là de réfléchir au déséquilibre des pouvoirs qui s'opère encore davantage vis-à-vis du Premier ministre. Ça c'est un premier point. Un deuxième point qui m'intéresse, c'est de regarder comment est-ce qu'il fonctionne aussi concrètement, c'est-à-dire que, évidemment, que
le Conseil de défense et de sécurité nationale est protégé par le secret, mais on peut un petit peu aussi interroger, notamment dans les entretiens, des hauts fonctionnaires ou des politiques qui vont participer. Et puis on apprend rapidement que, par exemple, le président, c'est le premier à prendre la parole. Et en étant le premier à prendre la parole, eh bien, il informe en fait les ministres de ce qui se passe. Donc il met en avant aussi des ressources informationnelles dont il dispose que les autres en fait ne disposent pas. C'est aussi un moment où il peut un petit peu mettre aussi en avant l'autorité symbolique dont il dispose, c'est-à-dire que bien, selon l'article 15, il est effectivement ce chef des armées, celui qui dirige donc aussi les conseils de défense. Et donc voilà, il impose aussi une forme d'autorité symbolique. Ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est que dans la presse, on a une accréditation médiatique très forte aussi de l'usage de ce conseil de défense. C'est-à-dire que voilà, une fois que le conseil de défense est déployé, c'est le chef de guerre, c'est cette façon d'incarner le rôle en fait présidentiel très dans l'héritage gaullien qui prévaut et qui permet aussi de valoriser donc l'autorité présidentielle. Alors effectivement, cette thèse, donc, elle a débuté en 2018, je crois. Dans tous les cas, donc, j'ai eu affaire à la crise de Covid-19, donc ça n'a pas été simple effectivement pour mener des entretiens. Au-delà de cet aspect, effectivement, il y a toute cette dimension en fait de secret qui entoure à la fois les comptes rendus donc, du Conseil de défense et de sécurité nationale. On pourrait dire aussi la même chose aussi du Centre interministériel de crise qui m'intéresse aussi tout particulièrement comme espace. Et puis, plus largement, beaucoup de choses aussi en fait, se déroulent, ce que l'on nous raconte, hein, dans les couloirs de Matignon, dans les couloirs de l'Élysée, beaucoup de choses orales en fait, qui ne sont pas en fait, prescrites. Et donc, ça aussi, c'est un petit peu difficile lorsque l'on est chercheur, c'est de ne pas être pris au piège en fait, du narratif en fait, de ces acteurs que l'on étudie. Et je pense notamment là aux nombreux ouvrages qui ont été publiés, qui sont des ressources, certes, lorsque l'on est chercheur, parce que ça permet de confronter les points de vue et ce genre de choses, mais il ne faut pas non plus prendre ça pour argent comptant. Donc ça, c'est une première dimension, effectivement, qui est assez compliquée, c'est dépasser le secret. Après, il y a aussi un intérêt de voir que ce secret, il est utilisé aussi par ces acteurs pour protéger les décisions, et donc ça invite aussi à interroger, finalement, ces espaces, est-ce qu'ils sont si importants que ça? Donc, une autre difficulté que j'ai pu rencontrer dans ma thèse, c'est le fait que certains cabinets ministériels sont plus difficiles à atteindre que d'autres. Je pense notamment à un cabinet qui, de prime abord, en fait, m'intéressait beaucoup, qui était celui notamment qui était donc du côté de la justice avec Madame Taubira. Et puis il s'avère que c'est un cabinet en fait qui a très largement refusé mes demandes. Je pourrais également dire la même chose du côté de l'intérieur. Donc c'est aussi une dimension essentielle lorsque l'on est un jeune doctorant comme ça, c'est sans doute savoir parfois rediriger sa recherche vis-à-vis des possibilités de terrain en fait qu'on nous offre. Donc ça, effectivement, ça a été une des difficultés rencontrées. Donc une des difficultés aussi que j'ai rencontrées dans ma thèse, c'est que j'ai eu la chance en fait, de pouvoir rencontrer donc, de très hautes autorités politiques, notamment François Hollande, Manuel Valls ou encore l'ancienne ministre de la Santé Marisol Touraine, qui ont accepté en fait de s'entretenir avec moi. Et là, c'est vrai qu'il est difficile de s'imposer aux dominants, hein, pour reprendre une citation célèbre lorsque l'on est étudiant et que l'on apprend un peu la méthodologie pour conduire des entretiens. Et c'est vrai que dans ces moments-là, il est difficile en fait de ne pas être pris par la narration en fait qu'imposent ces acteurs qui sont de véritables professionnels de la communication. C'est difficile en fait de les faire sortir de ces clous en fait, de ces narrations en fait qu'ils connaissent sur le bout des doigts. Et donc ça a été une des difficultés pour moi, c'est de savoir qu'est-ce que je fais en fait de ces entretiens. Est-ce que véritablement je peux les utiliser dans ma thèse comme des ressources informationnelles, ou est-ce qu'il faut que je les prenne plutôt justement comme qu'est-ce que ça raconte finalement de la narration que l'on essaye en fait, que l'État essaye d'imposer vis-à-vis de la gestion de crise en fait du 13 novembre. Donc ça c'est une des difficultés, je pense, quand on est jeune docteur, c'est arriver parfois en fait à se détacher de ce qui semble apparaître comme des pépites empiriques, hein, c'est-à-dire cette idée, ah ça y est, j'ai enfin eu mon entretien avec François Hollande, je vais apprendre un tas de choses, et en fait on se rend compte que
on n'apprend pas finalement tant d'éléments que ça, mais tout de même savoir utiliser derrière ces entretiens justement pour rendre compte parfois de luttes bureaucratiques, de lutte sur la définition des événements, ou aussi évaluer aussi la trajectoire aussi de ces narrations. Est-ce que ce que François Hollande par exemple ou Manuel Valls raconte en 2016, c'est la même chose que ce qu'ils nous racontent en 2020? Est-ce que c'est la même chose que ce qu'ils racontent en 2022? Il y a aussi des éléments en fait là-dessus que l'on peut analyser. Je pense que les colloques sont essentiels lorsque l'on est doctorant et puis plus tard chercheur. Dans tous les cas, c'est effectivement cette confrontation des points de vue qui permet de construire effectivement notre réflexion à travers les critiques. Je pense qu'il faut aussi avoir, comment dire, ne pas être finalement si attaché en fait à ce que l'on raconte et en fait avoir cette idée, en fait cet ethos un peu de scientifique, j'ai envie de dire, qui consiste en fait à penser que ce que l'on doit raconter doit être le plus proche de la réalité. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire en fait de confronter effectivement ce que l'on avance, nos hypothèses, nos idées, pour voir si elles sont validées par nos pairs. Ça, c'est un premier aspect. Et puis un deuxième aspect dont je me suis rendu compte, c'est que confronter les points de vue, c'est aussi avoir parfois des petites lumières qui s'allument en fait vis-à-vis de ce qu'on nous raconte, en se disant tiens effectivement ça c'est une piste à laquelle je n'avais pas pensé, c'est une manière assez différente, originale d'aborder mon sujet. Et ça, je m'en suis rendu compte à plusieurs reprises, et donc ça permet aussi d'étoffer en fait sa réflexion, d'avoir par exemple des conseils bibliographiques, des conseils méthodologiques. Et là-dessus, par exemple, si je prends l'exemple de Grégory, par exemple, Grégory Dao, c'est vrai qu'il m'a apporté beaucoup d'éléments sur comment est-ce que je peux réfléchir en fait à l'analyse notamment de ce Conseil de défense et de sécurité nationale. Et donc ça, je pense que c'est extrêmement important lorsqu'on est jeune docteur, même si, bon, effectivement, ça peut faire un peu peur au début, puisque bien, lorsque l'on confronte ces premiers éléments de recherche, on n'a peut-être pas envie que tout soit mis à mal aussi vite. Mais bon, encore une fois, on n'est pas propriétaire de nos idées, et donc il faut savoir un petit peu mettre son ego de côté pour construire en fait sa réflexion du mieux possible.